Il est pile 7 heures à Bamako et sur toute l'étendue du territoire national. Vous écoutez la radio nationale du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 16 février 2026, c'est parti depuis hier pour la deuxième édition du Forum économique Mali-Thaïlande, un rendez-vous d'affaires destiné à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. Agriculture, énergie, nouvelles technologies, de nombreux secteurs d'activité sont concernés. Il s'agit de favoriser les investissements directs étrangers. Les coureurs, dont 6 Maliens, ont pris part hier au deuxième Grand Prix cycliste de la RTB à Ouagadougou. Au Niger voisin, on évalue le chemin parcouru dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement du cadre national en matière de gestion durable des ressources génétiques. L'actualité hors espace AES a retenir ce matin le cyclone Ghezani qui a perdu en intensité mais qui revient vers les côtes malgaches. Des vents violents proches de 65 km à l'heure sont attendus. Les autorités maintiennent les mesures d'alerte et appellent les habitants des districts concernés à la plus grande vigilance. De la protection de l'enfance à l'impact sur l'environnement, le sommet international sur l'intelligence artificielle débute ce lundi à New Delhi en Inde. La rencontre affiche de larges ambitions mais pourrait se conclure sans engagement concret. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour ce 4e rendez-vous mondial dédié à une technologie qui bouleverse déjà les sociétés. Les sports, compétitions africaines des clubs, tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe CAF et de la Ligue des Champions sont désormais connus. En Coupe de la Confédération, le Guiriba AC a battu hier le FC San Pedro de Côte d'Ivoire par le score de 4-0. L'actualité des sports, c'est également la fin du championnat national de boxe. C'était hier à la Maison des Jeunes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Deuxième édition du Forum économique Mali-Thaïlande. C'est parti depuis hier pour ce rendez-vous d'affaires destiné à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. Transactions commerciales entre entreprises, donc le B2B est le mode d'action principal. Agriculture, énergie, nouvelles technologies, de nombreux secteurs d'activité sont concernés. L'expertise thaïlandaise au service du développement du Mali. Ouverture des travaux sous la houlette des ministères en charge du commerce et des affaires étrangères, Youssouf Diakité. Les forums économiques Mali-Thaïlande visent à renforcer la coopération bilatérale, stimuler les investissements et diversifier les partenariats économiques. Ils ciblent des secteurs de développement du Mali. Boubacar Tandia, vice-président de la Chambre des commerces et d'industrie du Mali. Nos deux pays accordent en effet une importance particulière au renforcement des relations qui concernent le secteur stratégique de l'industrie, des machines agricoles, de l'alimentation des boissons, des automobiles, des lubrifiants industriels, de la climatisation, du commerce, de l'agriculture, de l'énergie et de la technologie, entre autres. Kanok Punu, Patra Prinsri, directrice du bureau des affaires commerciales thaïlandaises basée au Nigeria. Non seulement le rôle c'est d'amener les exportateurs thaïlandais, faire venir leurs produits dans d'autres pays et de faire venir les exportateurs d'autres pays en Thaïlande. L'un des objectifs phares, faut-il le rappeler, est de dynamiser le commerce bilatéral et d'encourager les investissements directs étrangers dans le contexte malien. Chot Sang Tong, deuxième secrétaire de l'ambassade de Thaïlande. To connect between the entrepreneurs and the Mali de dollars américains. Lors du premier événement, ils ont fait la liste des opérateurs économiques maliens qui étaient présents. Et donc, ils ont amené la liste à Abuja. Après tout, ils ont eu quelque chose de 27 millions de dollars. Le gouvernement du Mali est représenté à cette deuxième édition du Forum économique Mali-Thaïlande par le ministère de l'Industrie et du Commerce et celui des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Témoignage de la pertinence et de l'importance de la tenue de ce business forum. Abdoulaye Meiga, représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce. La tenue de ces rencontres B2B s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du gouvernement de la République du Mali qui place le développement du secteur privé
la transformation industrielle, la promotion des échanges commerciaux au cœur de son action. Kadiatou Konaté, représentante du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ces échanges qui s'articuleront autour de l'agriculture, l'agroalimentaire, la chaîne de valeur agricole, l'industrie, les équipements et le transfert de savoir seront non seulement bénéfiques pour nos deux pays, dont l'économie est aussi basée sur l'agriculture, mais aussi de booster davantage ces secteurs stratégiques et aussi importants pour nos deux peuples. Ce forum, précise-t-on, s'inscrit dans une stratégie globale de souveraineté économique du Mali. 7h06, parlons des enclavements présents. 1900 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe nécessaire pour développer le réseau ferroviaire existant et créer de nouvelles lignes de chemin de fer, notamment vers la Guinée et le Burkina Faso. Le désenclavement, c'est aussi les routes reliées Bamako aux capitales régionales, semble être un défi. Des besoins de plus de 3000 milliards sont là et puisque les infrastructures coûtent cher, leur dégradation est punie par la loi à la suite d'une rencontre des acteurs du secteur. Mamadou Tchernosso, le directeur général des transports, nous fait le point. Il était l'invité du 13h dimanche. Il répond aux questions de Ousmane Dao. Les besoins de nouvelles constructions, d'infrastructures routières pour que Bamako soit lié drastiquement à toutes les régions. Entre les régions, il y a 100 milliards pour de nouvelles constructions. Les réseaux ferroviaires, non seulement les réseaux qu'on connaît déjà, et c'est d'autres réseaux qu'on doit développer vers la Guinée, vers le Burkina, pour aller vers le Niger. Avant d'avoir tout cet argent, nous, usagers, nous contribuons aussi à la dégradation des routes. Quel est justement ce message pour les usagers qui dégradent de jour en jour? Il y a la loi qui est là pour réprimer tout ce qui est dégradation routière. Il faut d'abord le constater. Il y a une brigade qui a été créée au niveau de la direction générale des routes. Il y a aussi, c'est le devoir de tout ça, de dénoncer une pratique qui contribue à détruire son patrimoine. Ce n'est pas seulement les routes, il y a des gens qui vont casser, qui vont causer de dommages aux poteaux électriques, aux installations électriques, aux addictions d'eau ou à toutes sortes de choses. Pour les réseaux routiers, celui qui casse doit payer. La loi est vraiment très claire. Il y a une évaluation qui s'est faite. Ça, c'est vraiment le rôle de la mairie. Si la mairie donne les autorisations, les gens, souvent, ils n'ont pas besoin d'autorisation. Quand il y a décès, on bat la route, on pense que c'est un bon droit. Donc, toute la déviation est là, la congestion s'est créée, on n'a pas d'informations, sinon on pouvait dévier, éviter les secours d'or. Vous venez de dire que c'est tout le service des transports qui s'est réuni. Et à vous entendre, on constate qu'il y a ce manque d'argent. Comment faire face à tous ces défis avec peu d'argent? Vous savez, avec peu d'argent, nous avons importé plus de marchandises que l'année dernière. Avec peu d'argent, nous avons délivré 104 000 permis de conduire contre 101 000 l'année dernière. Nous avons délivré 97 000 cartes grises contre 86 000 l'année dernière. Nous avons délivré 54 756 cartes de transport contre 49 000 l'année dernière. Donc, c'est sûr, tous les ans, l'effectif va augmenter parce que le nombre de personnes qui vont avoir 18 ans vont développer. On souhaite que le maximum de Maliens aient les moyens de payer des véhicules. On souhaite que tous les ans que les gens aient beaucoup d'argent, mais ce que l'État donne, chaque service se contente de cela. Le Trésor, le ministère de l'Économie et des Finances ne peut donner d'après eux-mêmes que ce qu'ils ont planifié. Monsieur le directeur de l'État des transports dans la ville de Bamako, comment vous comptez désengorger tout ça? Parce qu'on sait qu'il y a les engins à deux roues, d'autres moyens de transport qui se greffent à l'existant. Oui. Comment faire? Le problème principal est que nous sommes dans la capitale du Mali, nous sommes à Bamako, mais qu'on veut conserver les mêmes habitudes comme si nous étions au village, vous savez. Quand les gens viennent, les artères, toutes les grandes artères de Bamako ont une emprise suffisante pour faire le maximum de voies. Toutes ces artères. Mais si l'investissement ne vient pas, les gens vont squatter, on fait un kiosque par là, on va vendre les froufrous par-ci par-là. La personne va faire 2-3 ans, occuper 5 ans l'emprise, et le jour où on va faire un projet d'envergure, il s'attend à être dédommagé. Ou déjà l'emprise aéroportière, l'emprise ferroviaire a été squattée pendant des années, souvent même par des autorités, des gens qui ont une certaine ascendance, qu'on ne comprend pas qu'on puisse les dégager. Aujourd'hui, chacun doit mettre la main à la pâte. En s'acquittant de ces impôts, pour l'usage de la route, c'est quoi? C'est avoir un permis de conduire, c'est avoir une carte grise, mettre les plaques, porter les casques pour te sécuriser parce qu'on a besoin de tout à chacun. Mamadou Tchernosso, le directeur général des transports, interrogé par Ousmane Ndao. AES, actualité.
Il est 8h10 à Maradi. Abordons à présent l'actualité dans les autres pays membres de la Confédération avec l'ouverture à Niamey de la 3e session du comité de pilotage du projet de renforcement du cadre national en matière de gestion durable des ressources génétiques. Cette initiative du Fonds pour l'environnement mondial en collaboration avec le programme des Nations Unies pour l'environnement vise à évaluer l'état d'avancement des activités menées. Rahinatou Ibrahim de la Radio nationale du Niger. Soutenu par le Fonds de l'environnement mondial et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, ce projet vise à renforcer le cadre national en matière de gestion durable des ressources génétiques et à garantir un partage équitable des bénéfices issus de leur exploitation. Cette 3e session du comité de pilotage a permis aux membres d'évaluer l'état d'avancement des activités menées dans le cadre du projet du Fonds de l'environnement mondial, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'accès et partage des avantages. Les échanges ont porté notamment sur la mise en œuvre effective du régime d'accès et de partage des avantages APA. Cette session constitue ainsi un cadre stratégique de concertation entre les institutions nationales et les partenaires techniques et financiers. Colonel Yacouba Magaji, secrétaire exécutif du Conseil national de l'environnement pour un développement durable. À l'issue de nos travaux, base qui est celle de la mise en œuvre du cadre du protocole à partir des instruments et outils produits au cours de cette première phase. À travers cette réunion, le Conseil national de l'environnement pour un développement durable et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur de la protection de la biodiversité et de la valorisation durable des ressources naturelles du pays. Un pas important vers un développement durable, inclusif et respectueux des communautés locales. Au Burkina Faso, 94 coureurs dont 6 Maliens ont pris part hier au 2e Grand Prix cycliste de la RTB. C'était sur le boulevard Thomas Sankara à Ouagadougou. La course a été remportée chez les hommes par Moukaïla Rawende de l'AS Bessel, tandis que la Moussa Zungrana de la même équipe est champion et la championne donc chez les dames, Adama Ouedraogo de la Radio nationale du Burkina Faso. Moukaïla Rawende se taille la part du lion sur l'avenue Thomas Sankara. Le cycliste de l'AS Bessel coiffe le champion sortant Soumaïla Ilboudo sur la ligne d'arrivée pour s'imposer. Complète le trio de tête Bamassi Soulaman de Makafa. La course dans son ensemble a été mouvementée et les plus endurants ont imposé leur rythme aux autres, occasionnant 56 abandons sur les 94 coureurs au départ. Au 20e tour, 5 cyclistes composés de 2 de la JCK, 2 de l'AS Bessel et 1 de Makafa sortent du peloton pour faire chemin. Ils gèrent tant bien que mal leur course, créant l'écart de 2 minutes avec le reste du groupe. À 3 tours de la fin de la course, le peloton réduit l'écart à 1 minute avec les fuyards. Déterminés à terminer la course, les 5 copains d'une matinée vont se disputer l'arrivée finale dans un sprint. Moukaïla Rawende trouve l'énergie, les jambes et le souffle nécessaires pour remporter ce 2e Grand Prix de la RTB en 3 heures, 12 minutes, 51 secondes, soit une vitesse moyenne de 39,668 km/h. Le premier des Maliens, Diamoutene Timoko, est arrivé en 6e position. Sous le regard du chef du gouvernement, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo et certains de ses ministres. C'est dire félicitations donc à tous ceux qui sont arrivés donc parmi les premiers, notamment la délégation malienne qui était là. Je pense que le champion du Mali a été 6e. Une fois de plus, évidemment, c'est l'AES qui est magnifié, c'est la fraternité qui est magnifiée, c'est la solidarité qui est magnifiée. Et à travers cette compétition, une fois de plus, je pense que c'est l'expression de toute la résilience du peuple burkinabé, du monde sportif et plus particulièrement donc du cyclisme. Donc on ne peut que souhaiter une bonne saison cycliste à tous nos compétiteurs. La course des dames est également remportée par l'AS Bessel avec la Moussa Zungrana qui enlève le premier prix devant Awa Bamogo de l'USFA. Le vainqueur, c'est le monsieur Moukaïla Rawende, repart avec la somme d'1 million de francs CFA, le maillot jaune, le trophée, le vélo offert par Sa Majesté le Mogo Naba Bango et les gargés des partenaires. La Moussa Zungrana, championne chez les dames, reçoit 500 000 francs CFA plus les gargés des partenaires. Le 2e Grand Prix de la RTB s'est couru sur le thème « Avec le peuple, la RTB pédale pour la victoire ».
L'actualité hors espace AES, la 39e session du sommet de l'Union africaine s'est achevée à Addis Abeba après 2 jours de travaux sous la présidence sortante de João Lourenço. L'UA a officiellement installé Évariste Ndayishimiye comme président pour 2026 et lancé le thème de l'eau et de l'assainissement. Les dirigeants ont réaffirmé leurs priorités en matière de paix, de réformes institutionnelles, de gouvernance mondiale et de développement durable, tout en appelant à une meilleure coordination continentale. Madagascar, des familles sinistrées du cyclone Gezani ont trouvé refuge dans un lycée de Tamatave. Pour ces familles, l'État a débloqué une aide de 280 000 ariari, soit environ 55 € par foyer, une somme censée couvrir les besoins vitaux et l'achat de matériaux pour reconstruire. Le répit est pourtant de courte durée. Le gouvernement a fixé la réouverture des écoles au 23 février 2026 et la menace n'est pas totalement écartée pour la grande île. Selon les derniers relevés de ce matin, le cyclone Gezani a perdu en intensité, mais il revient désormais vers les côtes malgaches. Il pourrait se situer à seulement 100 km des côtes d'Intampolo, dans le sud-ouest de Madagascar. Dès ce soir, des violents vents proches de 65 km à l'heure sont attendus. Les autorités maintiennent les mesures d'alerte et appellent les habitants des districts concernés à la plus grande vigilance. Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi est arrivé à Genève où doit s'ouvrir un nouveau cycle de négociations avec les États-Unis sur le programme nucléaire iranien. Ce nouveau volet de discussions indirectes doit débuter demain mardi selon Téhéran, après que l'Iran et les États-Unis aient renoué le dialogue début février à Oman dans un contexte de menace d'intervention militaire américaine. De la protection de l'enfance à l'impact sur l'environnement, le sommet international sur l'intelligence artificielle qui débute ce lundi à New Delhi affiche de larges ambitions mais pourrait se conclure sans engagement concret. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus autour du Premier ministre Narendra Modi pour cette 4e rencontre mondiale dédiée à une technologie qui à travers la planète bouleverse déjà les sociétés. La plupart des grands patrons du secteur seront également de la partie. Après la flopée des tables rondes et des débats qui débutent aujourd'hui, donc Narendra Modi et ses pairs doivent élaborer à partir de jeudi une feuille de route commune pour la gouvernance et la collaboration mondiale sur l'IA, dopée par la solide performance boursière des titres de la tech. La révolution en cours nourrit toutes les inquiétudes quant à son impact sur l'environnement, sur l'emploi, la création artistique, l'éducation ou l'information. À l'issue du sommet pour l'action sur l'IA qui s'est tenu à Paris l'an dernier, des dizaines de pays avaient signé une déclaration pour une IA ouverte, inclusive et éthique. Les États-Unis et le Royaume-Uni avaient refusé de le faire. Le vice-président américain D.J. Vance mettant en garde contre une régulation excessive susceptible de tuer une industrie en plein essor. Donald Trump veut frapper fort dès la première réunion de son tout nouveau Conseil de paix. Le président américain a annoncé hier que des membres de cette instance créée à son initiative se sont engagés à verser 5 milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza, territoire ravagé par plus de 2 ans de guerre entre Israël et le Hamas. Les annonces officielles doivent être faites jeudi 19 février à Washington lors de la réunion inaugurale du Conseil. Le Conseil de la paix prouvera qu'il est l'organe international le plus important de l'histoire, a écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux, se présentant comme son président. À l'origine présenté comme un instrument pour mettre fin à la guerre à Gaza, le Conseil de la paix semble désormais incarner une ambition plus large. L'administration Trump veut en faire un organe capable d'intervenir sur d'autres crises internationales. Plusieurs alliés européens ont décliné l'invitation à rejoindre l'initiative, soupçonnant une tentative américaine de concurrencer, voire de marginaliser le Conseil de sécurité des Nations Unies. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et on revient ici littéraire du Mali, plume confirmée, nouvelle voix et défenseur du livre. Des invités de plusieurs pays y ont pris part. La soirée de clôture a servi de cadre à la remise des prix aux lauréats. Le reportage est signé Moussa Kamara. La soirée s'est écrite à haute voix, un livre à la main. À la pirogue, sous une lumière tamisée, la littérature a été célébrée dans une ambiance chaleureuse, marquée par la rentrée et l'annonce des lauréats.
Le prix du premier roman a distingué Nana Kadian Ndiaye. Le prix Massamagan Diabaté est revenu à Mamoudou Tchero pour Terre d'Espérance. Le prix Ahmed Baba a consacré Kébir Ami du Maroc. Nana Kadian Ndiaye, le prix du premier roman. Je suis vraiment émue. Je remercie Dieu de m'avoir donné la force et le talent d'écrire. Je remercie l'organisation, les partenaires, les membres du jury de la rentrée littéraire. Et pour dire une Afrique unie et un monde en paix. Mamoudou Tchiro, lauréat du prix Massamagan Diabaté. Je suis content, je suis très content d'avoir eu ce prix-là et qui couronne quand même les efforts entamés depuis quelques temps dans l'écriture de cet ouvrage. Aussi le travail que mon éditeur Figra Édition a beaucoup fait. Malgré les difficultés, les organisateurs ont relevé les défis avec brio. Sous l'impulsion d'Ibrahima Aya, la manifestation a tenu ses promesses. Nous avons eu des invités de plusieurs pays. Les auteurs maliens ont énormément contribué. Voilà, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, on a eu la soirée de remise des prix. On a eu des lauréats, de très bons lauréats. Docteur Salia Malé, chef de cabinet du ministère en charge de la culture. Le ministère en charge de la culture a soutenu l'événement par l'attribution de prix. En cela, nous avons salué d'abord l'équipe d'organisation, parce que 18 ans, organiser tous les ans un événement pareil, c'est pas donné. Il y a eu également une lecture de livres en langue nationale, en bamanankan, traitant de thématiques sur la migration et sur le rôle de la femme dans la société et des textes écrits en bamanankan avec une très belle facture. C'est une façon de mettre en avant nos langues nationales. Quand les lumières s'éteignent, restent les mots. Ce soir-là, les écrivains ont laissé une trace, prouvant que les livres ne se taisent jamais. Il est 7h passé de 22 minutes à Bamako. L'actualité des sports, c'est avec Fotigui Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour DG, bonjour à tous. Fotigui Tunkara, bonjour. Le journaliste, le week-end a été marqué par la 6e et dernière journée des groupes des compétitions africaines des clubs en Coupe de la Confédération. Le Guiliwa AC a battu hier le FC San Pedro de Côte d'Ivoire par le score de 4-0. Enfin, le Djilba AC sauve l'honneur en signant sa première victoire en phase de poule d'une compétition africaine des clubs après 12 matchs. Au compte de la 6e et dernière journée du groupe A de la Coupe de la Confédération hier, le Djilba AC a dominé le FC San Pedro de Côte d'Ivoire par le score de 4-0. C'était au stade du 26 mars de Rimadio, doublé de Fodé Touré au 4e et 24e minute de jeu et des autres réalisations au 55e et 86e minute de jeu, respectivement par Bouakar Keita et Kena Gloubé. Grâce à cette victoire, les Rouges chippent la 3e place du groupe à leurs visiteurs ivoiriens et terminent ainsi la compétition sur une bonne note. Un soulagement pour l'entraîneur de Djilba AC, Boudomori, que je vous propose d'écouter au micro de Ardjumatina. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime parce que on avait souhaité finir en beauté, surtout gagner à domicile et puis n'est pas fini 4e sur 4. Alhamdoulilah, les jeunes ont bien réagi. On avait souhaité gagner mais on ne pensait pas pouvoir faire ce score-là. Ils l'ont si bien fait et ils sont à féliciter. Voilà, du côté donc de l'entraîneur du San Pedro, son équipe a tout simplement été dépassée par la puissance des faits du Djilba AC. Je vous propose d'écouter Hassan Belli au micro de Ardjumatina. On a pris 2 buts après 5 minutes de jeu, donc c'était fatal pour nous. Donc on n'arrive pas après à redresser la barre. Il y en a des leçons qu'on tire donc, de ce match. C'était un match disputé. On va dire que San Pedro aussi, il a perdu aujourd'hui, mais il a gagné 3 nouveaux joueurs dans leur effectif. C'est la première fois qu'il joue. Alors, dans l'autre match de ce groupe samedi, l'USM d'Alger et Olympique Club Safi du Maroc se sont contentés du nul blanc 0-0. Voici les autres résultats de cette ultime journée. Maniema Union de la RDC a disposé de Nairobi United du Kenya 3-0. Le Wydad AC de Casablanca a dominé Azam de Tanzanie 2-0. Les Serbelista d'Algérie s'est imposé devant l'AS Otoo Doyo du Congo-Brazzaville 2-1. Stellenbosch d'Afrique du Sud et Sigda Black Star de la Tanzanie se sont neutralisés 0-0. Al Masry d'Égypte a gagné contre Zesco United de la Zambie 2-0. Le Zamalek d'Égypte a battu Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud par le score de 2-1.
Et on connaît donc désormais tous les qualifiés pour les quarts de finale. Il s'agit de l'USMA d'Algérie, 14 points, et Olympique Club Safir du Maroc, 13 points, qui se qualifie dans le groupe A au détriment du Djolba AC, 4 points, et du FC San Pedro, 3 points. Dans le groupe B, le Wydad AC avec 15 points est accompagné par Manima Union de la RDC, 12 points, Azam de la Tanzanie, 9 points, et Nairobi United du Kenya, 0 points, sont éliminés. Le groupe C a connu son épilogue avec la qualification du CR Belouizdad, 15 points, et de l'AS Auto Doyo, 9 points. Sigida Black Star, 5 points, et Stellenbosch d'Afrique du Sud, 5 points également, sont éliminés. Dans le groupe D, les Amalek d'Égypte, 11 points, et Al-Masri d'Égypte, 10 points, passe en quart. Par contre, Kazakif d'Afrique du Sud, qui était leader avec 10 points lors de la précédente journée, et Zesco United de la Zambie, 3 points, passe à la trappe. On passe à la Ligue des champions d'Afrique. La phase des groupes, là aussi, s'est achevée ce dimanche. Avec notamment les deux matchs du groupe joués hier en simultané. Les National Al-Ahly d'Égypte et les Phare de Rabat du Maroc ont fait match nul 0-0. De leur côté, les Young Africans de Tanzanie sont venus à bout de la GS Kabylie d'Algérie 3-0. Al-Hilal d'Omdurman du Soudan a eu raison de Saint-Éloi le Popo de la RDC 1-0. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud a pris le meilleur sur le Mouroudia Club d'Algérie 2-0. La Renaissance sportive de Berkane a pris le dessus sur Uruguay United du Nigeria 3-0. Pyramide FC d'Égypte a dicté Salah à Power Dynamo de la Zambie 3-1. L'Espérance sportive de Tunisie s'est imposée devant le Petro Luanda d'Angola 2-0. Enfin, le Stade Malais de Bamako, en déplacement en Tanzanie, s'est incliné devant les Simba SC 1-0. Défaite sans méfait pour les Blancs de Bamako qui avaient déjà en poche leur ticket. Là aussi, on connaît la liste complète des équipes qualifiées pour les quarts de finale. On commence par le groupe D où les Blancs de Bamako ont régné. Le Stade Malais de Bamako 11 points et l'Espérance sportive de Tunisie 9 points décrochent leur ticket de qualification. Au départ de Petro Luanda 6 points et Simba SC 5 points. Dans le groupe A, Pyramide FC d'Égypte avec 16 points et la Renaissance sportive de Berkane s'empare des deux billets aux grandes dames de Power Dynamo 7 points et Uruguay United du Nigeria une seule unité. Dans le groupe B, les National Al-Ahly d'Égypte 10 points et les Phare de Rabat 9 points font donc arracher les précieux sésames au nez et la barbe des Young Africans de Tanzanie 8 points et la GS Kabylie 3 points. Dans le groupe C, Al-Hilal d'Omdurman du Soudan 11 points et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud 9 points tiennent la palme au grand désarroi du Mouroudia Club 7 points et de Saint-Éloi le Popo de la RDC 5 points. Aussi bien en Ligue des Champions qu'en Coupe de la Confédération, les équipes qualifiées seront fixées sur leur adversaire en quart de finale à l'issue du tirage au sort prévu demain mardi à partir de 13h au siège de la CAF au Caire en Égypte. On change de discipline. À présent, Foutigui, on va parler championnat national de boxe. La compétition s'est terminée en apothéose hier donc à la Maison des Jeunes de Bamako. Cette édition 2026 a enregistré la participation de plusieurs ligues régionales et du district de Bamako avec plus d'une soixantaine de boxeurs. L'occasion était bonne pour les pugilistes maliens de se frotter et de chauffer les gants. Au programme, 6 combats de finale ont tenu en haleine le public à la Maison des Jeunes de Bamako qui a donc vibré au rythme du noble art. L'événement était présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Je vous propose d'écouter les impressions de Abdul Kassim Ibrahim Fouamba au micro d'Ibrahima Diallo. Je suis très impressionné par la qualité de la boxe que nous avons vue, la vivacité de ces jeunes-là, cette envie. Cela nous montre qu'aujourd'hui, il y a un encadrement vraiment très rigoureux autour de ces jeunes et ça nous donne des ambitions. Je pense que nous, les acteurs autour, je parle du département, de la fédération, du comité national olympique, je pense que nous ne pouvons que nous réjouir de ce que nous avons vu. Ça nous donne des ambitions, ça veut dire que le Mali peut aller beaucoup plus loin. Voilà, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, très comblé avec ces finales du championnat national de boxe disputé donc hier à la Maison des Jeunes de Bamako à Konaté. C'était donc la page des sports et c'était Foutigui Tounkara en direct. Merci Foutigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Pareillement. Et la sagesse populaire avec cette expression utilisée souvent au Bénin ou encore en Côte d'Ivoire, le margouillat ne connaît pas le prix du ciment, mais pourtant il dort sur une maison à étage. Le margouillat ne connaît pas le prix du ciment, pourtant il dort sur une maison à étage. Une façon de dire, Foutigui, que l'on peut bénéficier du luxe ou du confort de la richesse sans avoir travaillé pour l'obtenir, sans en comprendre véritablement la valeur. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant.
C'est parti depuis hier pour la deuxième édition du Forum économique Mali-Thaïlande, un rendez-vous d'affaires destiné à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. Agriculture, énergie, technologie, nouvelles technologies, disons, de nombreux secteurs d'activité sont concernés. Il s'agit de favoriser les investissements directs étrangers et de mettre l'expertise thaïlandaise au service du développement du Mali. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, au Burkina Faso, 94 coureurs, dont 6 Maliens, ont pris part hier au deuxième Grand Prix cycliste de la RTB à Ouagadougou. Au Niger voisin, on évalue le chemin parcouru dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement du cadre national en matière de gestion durable des ressources génétiques. Dans l'actualité hors espace AES, à retenir ce matin, le cyclone Gézani qui a perdu en intensité mais qui revient vers les côtes malgaches. Des vents violents proches de 65 km à l'heure sont attendus. Les autorités maintiennent les mesures d'alerte et appellent les habitants des districts concernés à plus de vigilance. De la protection de l'enfance à l'impact sur l'environnement, le sommet international sur l'intelligence artificielle débute ce lundi à New Delhi. La rencontre affiche de larges ambitions mais pourrait se conclure sans engagement concret. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour ce 4e rendez-vous mondial dédié à une technologie qui bouleverse déjà les sociétés. Et puis les sports, les compétitions africaines des clubs, tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe CAF de la Ligue des Champions sont désormais connus. En Coupe de la Confédération, le Guiliba AC a battu hier le FC San Pedro de Côte d'Ivoire par le score de 4-0. L'actualité des sports, c'est également la fin du championnat national de boxe. C'était hier à la Maison des Jeunes. Il est 7h passées de 31 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Ali Koulibaly à la mise en onde, mise en ligne Abdelaziz Koulibaly, présentation Yaya Konaté, réalisation coordination Seydou Traoré. À suivre les infos météo qui seront suivies de la rubrique des avis et communiqués. Une présentation ce matin de Moussa Koulibaly.